Un matin ordinaire, une fillette de 6 ans, originaire d'une banlieue américaine, partie pour l'école et disparue dans la nature. Il lui restait moins de 5 minutes de marche à parcourir, à 2 pâtés de maison seulement, à travers des rues qu'elle avait déjà parcourues à maintes reprises. Mais cette fois, elle n'atteindrait jamais les portes de l'école. 8 ans plus tard, des électriciens travaillant sous une vieille propriété découvrirent des objets qui révélèrent la terrible vérité sur l'endroit où Lily Whitfield avait réellement disparu. La pile de factures impayées s'estompa devant les yeux de Nora Whitfield, assise à sa table de cuisine, le café du matin refroidissant dans sa tasse ébréchée. 8 ans s'étaient écoulés depuis la disparition de Lily, mais la pression financière liée aux détectives privés, aux spécialistes de la progression de l'âge et à la maintenance de sites web ne s'était jamais atténuée. Elle triait machinalement les enveloppes électricité, un autre relevé de carte de crédit lorsque son téléphone vibra contre la surface en bois usé, affichant un numéro local inconnu. Madame Whitfield, ici l'inspecteur Martinez du bureau du shérif du comté. La voix était professionnelle, mais avec un ton sous-jacent qui la força à serrer le téléphone plus fort. J'ai besoin de vous parler de l'affaire de votre fille. Son cœur battait fort. Après 8 ans, les appels concernant Lily étaient moins fréquents, généralement des impasses ou des farces cruelles. Avez-vous trouvé quelque chose? Demanda-t-elle d'une voix à peine assurée. Madame, je préférerais en discuter de vive voix, mais vu les circonstances, des électriciens travaillant sur une propriété abandonnée ont découvert des objets qui pourraient appartenir à votre fille. La pièce pencha. Nora chercha un stylo de sa main libre, renversant la salière. Où qu'ont-ils trouvé? Murmura-t-elle. La propriété se trouve sur Willow Creek Road, à une vingtaine de kilomètres de la ville. La maison devait être démolie, et l'équipe vérifiait les installations électriques lorsqu'elle a accédé au vide sanitaire. Il marqua une pause et elle entendit des papiers froissés. Madame Whitfield, ils ont trouvé des vêtements et des effets personnels correspondant à la description de ce que Lily portait lors de sa disparition. Sa main tremblait violemment tandis qu'elle parcourait l'adresse au dos d'une facture d'électricité, 24 km. La recherche initiale avait couvert un rayon de 8 km autour de l'école, puis s'était étendue à 16 km au cours des semaines suivantes. Ils n'étaient jamais allés jusqu'à Willow Creek Road, cela leur avait semblé impossible à parcourir pour un enfant de 6 ans. J'y vais, dit-elle, déjà debout. Madame Whitfield, je dois vous préparer. Ce que nous avons découvert est troublant. La scène suggère. J'arrive. Elle raccrocha avant qu'il ait pu terminer, attrapant ses clés et son sac d'un seul geste. Le trajet s'étendait à perte de vue malgré sa vitesse. L'itinéraire la conduisit à travers des repères familiers, l'école primaire, le vieux château d'eau, l'église où avaient eu lieu les veillées, avant de s'aventurer dans des zones qu'elle avait rarement fréquentées. Le paysage passa des rues de banlieue aux terres agricoles, puis à des étendues de forêts vierges. Son GPS décomptait les kilomètres tandis que son esprit explorait des possibilités, toutes plus terribles les unes que les autres. Willow Creek Road n'était guère plus qu'un chemin de terre serpentant à travers une forêt dense. Elle faillit manquer le groupe de véhicules de police jusqu'à ce qu'elle aperçoive le ruban de scène de crime tendu entre 2 chaînes. La maison elle-même gisait comme un animal blessé derrière des haies envahissantes, un ranch de plein pied au bardage pourri, une véranda partiellement effondrée et des fenêtres brisées ou bardées de planches. Les mauvaises herbes avaient envahi ce qui aurait pu être une pelouse. L'inspecteur Martinez la rejoignit au périmètre. Il était plus jeune qu'elle ne l'aurait cru, et son regard bienveillant exprimait le poids de ce qu'il avait vu. Madame Whitfield, merci d'être venue. Je veux vous expliquer ce que nous avons découvert, mais je veux que vous compreniez qu'il s'agit d'une scène de crime active. Montrez-moi simplement, dit-elle, surprise par la fermeté de sa voix. Il la conduisit sur un chemin balisé par des drapeaux de sécurité qui encerclaient le côté de la maison. Les fondations d'origine présentaient des signes d'affaissement, créant des espaces entre les blocs de béton. Près de l'angle arrière, un panneau d'accès en bois était appuyé contre le mur, révélant une ouverture sombre d'accent grave peine 60 cm de haut. Les électriciens devaient accéder au boîtier de jonction principal, expliqua Martinez en désignant l'ouverture. Il se trouve dans le vide sanitaire. À leur entrée,
Il sortit une tablette et fit défiler les photos de la scène de crime. Je peux vous les montrer d'abord, ou vous pouvez voir la scène elle-même. Dans les deux cas, c'est difficile. J'ai besoin de la voir, dit Nora. Martinez lui tendit ses chaussons de protection et ses gants en latex. L'équipe médico-légale a traité la plupart des images, mais nous préservons l'intégrité de la scène. Il s'accroupit près de l'ouverture, de puissants projecteurs les éclairant l'espace au-delà. Suivez-moi et essayez de ne rien toucher. Le vide sanitaire sentait la terre et autre chose, un parfum de moisi qui trahissait une longue inutilisation. Nora dut se baisser, suivant le faisceau de la lampe torche de Martinez sur la terre battue. L'espace s'étendait sur environ 4 mètres avant d'atteindre ce qui ressemblait à une clairière aménagée. Puis elle le vit, un matelas rouge crasseux gisait par terre, de la taille d'un enfant, le tissu taché de terre et d'autres substances qu'elle refusait d'identifier. Attaché au poteau le plus proche, une lourde chaîne se terminait par un cadenas ouvert, dont le métal brillait encore malgré la rouille superficielle. Sur le mur en parpaing, fixé avec du ruban adhésif jauni, était accrochée une affiche Hello Kitty. Les bords étaient recourbés et les couleurs avaient pâli, mais c'était indéniablement le même style que Lily aimait. Mais ce sont les vêtements qui la brisèrent. Éparpillés sur le matelas, comme des vêtements de poupée abandonnés, se trouvaient les salopettes en jean de Lily Hussel avec le tournesol brodé sur la poche avant, cousu par Nora elle-même. La chemise rayée verte et jaune gisait à côté, le tissu préservé tant bien que mal par la sécheresse ambiante. Le sac à dos rose gisait dans un coin, son personnage de dessin animé encore visible sous la crasse. « Oh mon Dieu !» murmura Nora, les genoux touchant le sol. « Oh mon Dieu, elle était là. » « Il y a autre chose, » dit doucement Martinez. Il dirigea sa lumière vers 2 assiettes en céramique empilées près du matelas, des restes de nourriture pétrifiés à leur surface. Une bouteille d'eau en plastique, de la taille d'un enfant, était posée sur le côté. Nous avons trouvé des traces d'ADN un peu partout, des échantillons de cheveux, des empreintes digitales sur les assiettes et la bouteille. Le labo analyse tout maintenant. Combien de temps ? Demanda-t-elle d'une voix étranglée. D'après l'usure du matelas et les débris accumulés, les experts médico-légaux estiment l'occupation à des semaines, voire des mois. Martinez marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Madame Whitfield, nous avons également trouvé des preuves dans toute la maison principale. Celui qui a retenu votre fille ici avait un accès illimité à la propriété. Nora tendit la main vers la chemise rayée, s'arrêtant presque pour la toucher. Elle l'avait repassée la veille de la disparition de Lily, avec l'eau de lavande que sa fille adorait. Une partie de son esprit enregistra les explications de Martinez sur les conditions de conservation, comment la température constante et le faible taux d'humidité du vide sanitaire avaient empêché la décomposition tandis que le reste de son être se figeait sur place. Mais la plupart du temps, elle regardait simplement les petits vêtements qui avaient autrefois contenu son bébé. « À qui appartient cet endroit ?» demanda-t-elle finalement. Frank Morrison, 78 ans. Il vit en résidence-service depuis 2 ans. La propriété était louée par l'intermédiaire d'une société de gestion aujourd'hui disparue, Riverside Realty. Ils ont fait faillite il y a 5 ans, mais nous recherchons leur dossier. Et le locataire ? L'expression de Martinez s'assombrit. Morrison affirme qu'il s'agissait d'un bail à long terme payé comptant. Il n'a rencontré le locataire qu'une seule fois lors de la première visite, il l'a décrit comme quelqu'un d'ordinaire, discret, qui n'arrêtait pas de parler de son besoin de rangement. Le loyer était versé dans des enveloppes remplies d'argent liquide, toujours à temps, si bien que Morrison n'a jamais eu l'occasion de lui rendre visite. À l'extérieur du vide sanitaire, Nora remarqua un panneau décoloré partiellement caché par la vigne vierge. Riverside Realty a loué, le numéro de téléphone était trop usé pour être lu. On passe tout en revue, lui assura Martinez. Le laboratoire de police scientifique de l'État envoie des techniciens supplémentaires. S'il y a des preuves qui mènent à l'identité du coupable, on les trouvera. Nora regarda la maison, ses fenêtres blanches reflétant le soleil de l'après-midi. Quelque part dans ces pièces vides, sa fille avait été retenue prisonnière. Pendant qu'elle imprimait des tracts et organisait des recherches, tandis que la communauté ratissait les forêts et draguait les étangs,
Lily était là, à 24 kilomètres de là, invisible. Les loyers, dit-elle soudain. Il doit y en avoir des traces. On s'en occupe déjà. Le neveu de Morrison fouille dans les papiers de son oncle. Les dossiers de la société de gestion immobilière devaient être transférés à une autre société, mais... Martinez haussa les épaules, impuissant. Les dossiers papiers datant d'il y a 8 ans ne sont pas toujours soigneusement conservés. En retournant au véhicule, Nora mémorisa chaque détail de la propriété, la boîte aux lettres rouillées, l'allée de gravier, le bosquet de bouleaux qui aurait fleuri blanc au printemps. Lily aurait vu ces arbres à travers les fenêtres non barricadées. Les avait-elle observés changer au fil des saisons? Avait-elle compté leurs feuilles pour passer le temps? Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle. Nous étudions chaque recoin de cette propriété. Nous suivons chaque piste grâce au registre de location et à Madame Whitfield. Martinez la regarda dans les yeux. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas trouvé le coupable. En quittant la scène du crime, Nora avait l'intention de rentrer directement chez elle, mais ses mains semblaient avoir leur propre mémoire. Sans y penser consciemment, elle se retrouva à tourner sur Maple Street, suivant le chemin gravé dans sa mémoire 8 ans plus tôt. Le vieux quartier lui semblait à la fois familier et étranger, les arbres avaient grandi, les maisons repeintes, les allées repavées. Là où se trouvait autrefois sa petite maison de location, un duplex moderne encombrait désormais le terrain, son revêtement beige et ses 2 portes de garage effaçaient toute trace de la maison où Lily avait mangé ses chariots le matin précédent. Elle se gara au bord du trottoir et resta un moment assise, agrippée au volant. Combien de fois avait-elle fait ce trajet durant ces premières semaines désespérées? 50? 100? Espérant à chaque fois repérer quelque chose d'inconnu, un indice qui mènerait à sa fille. Maintenant, sachant que Lily avait été retenue captive pendant que tout le monde la cherchait, la rue familière lui semblait une parodie. Nora sortit et s'engagea sur le chemin qu'aurait emprunté Lily, 2 pâtés de maison. C'était tout juste 5 minutes de marche pour une enfant de 6 ans aux pattes courtes. Elle passa devant la maison des Henderson, où Max, le Golden Retriever, aboyait à travers la clôture. Celle-ci avait disparu, remplacée par une hébasse. Le grand érable, où Lily aimait récolter des graines d'éliante, avait été abattu, ne laissant qu'une petite pelouse lisse. À l'intersection de Maple et de Third, elle s'arrêta. Le poste de contrôle était toujours debout, son panneau d'arrêt octogonal désormais automatisé par des lumières LED clignotantes. Plus besoin de présence humaine, la technologie avait remplacé le regard attentif et le sourire chaleureux d'Harold Walsh. Le soleil matinal projetait les mêmes ombres qu'il y a 8 ans, et Nora le voyait presque là, vêtu de son gilet fluo, une main tenant le panneau stop, l'autre faisant signe aux enfants de traverser. Harold était là chaque matin depuis plus de 10 ans, se souvenait-elle. Il connaissait le nom de chaque enfant, s'informait des matchs de foot et des contrôles d'orthographe, gardait une poche pleine d'autocollants pour les enfants de maternelle assez courageux pour traverser sans leurs parents. Le carrefour semblait creux sans lui. Au coin, une petite plaque commémorative attira son attention. La plaque de bronze était patinée mais propre, entourée de soucis frais. À la mémoire de Lily Whitfield, toujours âgée de 6 ans. Une carte plastifiée, glissée parmi les fleurs, portait une écriture familière, « Je prie toujours pour des réponses, Madame Chen ». La gorge de Nora se serra. Même après 8 ans, la vieille voisine entretenait le petit hôtel. Elle toucha doucement le marqueur, se rappelant l'inconsolable Harold lorsqu'il avait appris la disparition de Lily. Il s'était terriblement reproché d'avoir eu ce rendez-vous chez le médecin, convaincu que s'il avait été à son poste, Lily serait arrivée saine et sauve à l'école. Pendant des mois, il avait organisé des week-ends de recherche, imprimé des tracts avec son propre argent, parcouru bois et champs en l'appelant par son nom jusqu'à ce que sa voix s'éteigne. Lors de la cérémonie commémorative du 1er anniversaire, il avait pleuré ouvertement, s'excusant sans cesse auprès de Nora de ne pas avoir été là. Le poids des découvertes de la matinée pesait sur elle. Pendant qu'Harold organisait les recherches, pendant que toute la communauté scrutait les environs, Lily était restée coincée dans ce vide sanitaire à 25 km de là, assez près pour entendre les hélicoptères de recherche, peut-être,
mais incroyablement loin des secours. Nora quitta le mémorial et continua vers l'école. Son itinéraire la conduisit devant le commissariat de police, où elle avait passé tant d'heures à faire des déclarations, puis à visionner les images de sécurité, puis à hanter le hall d'entrée pour s'informer. Devant l'église Saint-Andrew, où le père Martinez avait célébré des services de prière spéciaux chaque semaine pendant 6 mois. Devant Riverside Park, où des bénévoles avaient marché en quadrillage, inspectant chaque buisson, chaque ponceau, chaque recoin caché sauf apparemment celui qui comptait. L'école primaire semblait inchangée lorsqu'elle arriva au parking visiteur, la même peinture jaune gai, quoique peut-être un peu plus défraîchie, les mêmes jeux d'enfants où Lily adorait le toboggan en spirale, le même mât où ils avaient mis le drapeau en berne pendant une semaine après la disparition. Les supports à vélo étaient vides sous le soleil de l'après-midi, les mêmes supports où Lily aurait attaché son vélo plus tard, si elle avait eu la chance de vieillir ici. Nora resta assise dans sa voiture un moment, reprenant des forces. À l'intérieur du bâtiment se trouvaient des gens qui se souvenaient peut-être de cette terrible matinée, qui avaient peut-être oublié un détail susceptible de l'aider à comprendre ce qui s'était passé. Elle avait besoin de savoir qui d'autre était parti, qui avait pu avoir des raisons de s'en prendre à un enfant. La découverte du vide sanitaire avait soulevé de nouvelles questions qui exigeaient des réponses. L'entrée principale de l'école primaire comportait toujours les mêmes lourdes portes en bois, même si l'accès nécessitait désormais une sonnette. Nora appuya sur le bouton et se présenta à la secrétaire, entendant le clic de la serrure électronique. Le couloir sentait exactement comme dans ses souvenirs, cire à parquet, nourriture de la cantine, et ce parfum indéfinissable de l'énergie de l'enfance. Ses pas résonnèrent sur le linoléum ciré tandis qu'elle se dirigeait vers le bureau principal. Une jeune femme est sortie du bureau du directeur, lui tendant la main avec un sourire professionnel qui s'est adouci lorsqu'elle a reconnu le nom de Nora. « Madame Whitfield, je suis le docteur Sarah Coleman. Je m'attendais à ce que quelqu'un passe après les nouvelles de ce matin. Entrez, s'il vous plaît. » Le docteur Coleman ne devait pas avoir plus de 35 ans, avec ses cheveux châtains soignés et son regard bienveillant derrière ses lunettes élégantes. Son bureau était organisé mais accueillant, des œuvres d'enfants décoraient un mur et un petit jardin zen ornait le rebord de la fenêtre. « Je veux que vous sachiez, commença-t-elle en s'installant derrière son bureau, que même si je ne suis ici que depuis 3 ans, je connais très bien le cas de Lily. Sa plaque commémorative dans le couloir nous assure de ne jamais l'oublier. » Nora laissa la phrase s'éteindre. « Non, j'ai pris la relève lorsque le principal Morrison a pris son départ à la retraite, a poursuivi le docteur Coleman, mais j'ai lu tous les dossiers et les membres du personnel présent ont partagé leurs souvenirs. Cela a profondément marqué tout le monde. » Elle s'est tournée vers son ordinateur. « Je comprends que vous souhaitiez en savoir plus sur les membres du personnel de l'époque. J'ai accès à nos dossiers d'emploi, le district a tout numérisé il y a 5 ans. » Ses doigts volaient sur le clavier, faisant apparaître des feuilles de calcul et des dossiers personnels. Cela pourrait être utile. Je montre 12 employés qui ont quitté l'école dans les 2 ans suivant la disparition de Lily. 3 enseignants ont pris une retraite anticipée, Madame Gonzalez, Monsieur Peterson et Mademoiselle Kumar. 2 ont été mutés dans d'autres districts, la professeure d'art plastique, Mademoiselle Williams, est partie à l'école élémentaire Riverside, et l'entraîneur Bradley a rejoint le collège. Le concierge en chef, Carl Brennan, est parti après qu'une vérification des antécédents a révélé une ancienne accusation d'agression que le district avait initialement manquée. Nora se pencha en avant. Une agression survenue dans sa vingtaine a apparemment une bagarre de bar qui avait dégénéré. Cela aurait dû apparaître lors de son premier contrôle, mais il y a eu une confusion dans son dossier. Lorsque la nouvelle a été révélée lors d'un contrôle de routine, le district a dû le laisser partir. Le docteur Coleman a continué à faire défiler les pages. 2 employés de la cafétéria ont déménagé hors de l'État, les sœurs Jennings. Elles étaient jumelles. Notre professeur de musique, Monsieur Yamazaki, est décédé d'un cancer environ 18 mois après l'incident, et Harold Walsh a pris sa retraite de son poste de brigadier il y a 13 mois. Cela fait beaucoup de départs, observa Nora. Le docteur Coleman hocha la tête d'un air pensif. Le taux de rotation était inhabituellement élevé.
Le traumatisme de la perte d'un étudiant, surtout dans de telles circonstances, est lourd à porter. Certains ne pouvaient tout simplement pas se résoudre à revenir travailler tous les jours. Un coup frappé à la porte les interrompit. Une femme âgée entra, les cheveux gris, vêtue d'un cardigan malgré la chaleur, et portant des lunettes de lecture suspendues à une chaînette. « Docteur Coleman, entendis-je. Oh mon Dieu, Nora. » Madame Fitzgerald, dit Nora, reconnaissant la secrétaire de longue date. « Eleanor, s'il vous plaît, rejoignez-nous, dit le docteur Coleman. Madame Fitzgerald est ici depuis 22 ans. Elle connaissait bien Lily. Eleanor Fitzgerald entra, les yeux déjà embués. « Oh, ma chérie, j'ai entendu parler de ce qu'ils ont trouvé ce matin. Je suis vraiment désolée. » Elle s'installa sur une chaise, un mouchoir à la main. Cette adorable petite fille, elle me disait toujours bonjour quand sa classe passait devant le bureau. Quelle belle manière! Madame Fitzgerald, nous parlions justement des membres du personnel qui sont partis après la disparition de Lily, expliqua le docteur Coleman. Le visage d'Eleanor se durcit légèrement. La police a interrogé tout le monde en détail à l'époque. Ils se sont particulièrement intéressés à Carl Brennan après la révélation de cette accusation d'agression. Ils ont passé des heures avec lui. « Qu'est-il advenu de cela » demanda Nora. « Rien, finalement. Carl avait un alibi en béton. Il assistait à une séance de thérapie obligatoire ce matin-là, dans le cadre de sa mise à l'épreuve pour cette ancienne accusation. Il a dû se présenter. Il était filmé au centre de thérapie pendant tout le trajet de Lily vers l'école. L'inspecteur a déclaré qu'il était impossible qu'il soit impliqué. Eleanor s'essuya les yeux. « Tu sais qui a vraiment souffert ? Harold Walsh. Cet homme s'en voulait terriblement. Il a organisé des recherches tous les week-ends pendant des mois, a imprimé des milliers de tracts avec son propre capital retraite lorsque les recherches officielles ont été réduites. Je me souviens l'avoir trouvé en pleurs près du poste frontière un après-midi, disant qu'il avait laissé tomber cette petite fille. » Le téléphone de Nora vibra. Le nom de l'inspecteur Martinez apparut à l'écran. « Excusez-moi, je dois prendre ceci. » Madame Whitfield, la voix de Martinez était pressante. « Nous avons progressé dans le paiement des loyers. Ils ont été envoyés à une boîte postale du centre postal du centre-ville, toujours des mandats postaux, payés en espèces. Quasiment intraçables, malheureusement. »« Quand ont-ils arrêté » demanda Nora, consciente que les autres faisaient poliment semblant de ne pas écouter. « C'est ça qui est intéressant. Les paiements étaient trimestriels, jamais en retard, jusqu'à il y a exactement 1 an. Puis plus rien. Plus d'adresse de réexpédition, plus de coordonnées, tout s'est arrêté. » Le regard de Nora se reporta sur l'écran de l'ordinateur et la liste des départs. Harold Walsh avait pris sa retraite 13 mois auparavant, et plusieurs autres à la même époque. Une coïncidence ? Sans doute. Elle voyait des schémas là où il n'y en avait pas, son esprit désespéré cherchant à établir des liens. « Merci, inspecteur. Tenez-moi au courant. » Elle raccrocha et regarda les visages impatients. Ils suivent les paiements des loyers. Impasse pour l'instant. Le docteur Coleman se pencha en avant. Madame Whitfield, je serais ravi de contacter certains de nos enseignants retraités si vous pensez que cela pourrait vous aider. Parfois, on se souvient de choses des années plus tard qui ne semblaient pas importantes à l'époque. C'est gentil de votre part, Nora, dit Nora, soudain épuisée. Laissez-moi d'abord digérer tout ça. Ça a été dur à assimiler. Eleanor lui serra la main. Nous sommes là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Toute la communauté scolaire a toujours eu à cœur Lily. Nora les remercia et retourna dans les couloirs. Elle s'arrêta devant la plaque commémorative près de l'entrée, un simple carré de bronze avec la photo d'école de Lily et les dates qui marquaient sa vie trop courte. Des fleurs fraîches étaient disposées dans un petit vase en dessous, et quelqu'un avait laissé un ours en peluche. Dehors, les ombres de l'après-midi s'étendaient sur le parking. 8 ans avaient dispersé tous ceux qui avaient pu voir quelque chose ce matin-là,
les avait dispersés comme des graines emportées par le vent. Le concierge, avec son alibi confirmé, les enseignants retraités dans leur nouvelle vie, Harold Walsh, qui n'était plus à son poste. Tous ces gens qui avaient fait partie du quotidien de Lily étaient maintenant partis, tandis que Lily elle-même était restée coincée dans cet horrible vide sanitaire. La frustration montait en elle tandis qu'elle se dirigeait vers sa voiture. Chaque piste semblait se terminer par un mur, chaque piste s'effaçant avec le temps. Mais quelque chose la taraudait, le moment où ses loyers s'arrêtaient, la succession de départs à la retraite. Probablement rien, se dit-elle, juste son esprit désespéré qui s'accrochait à des brins de paille. L'aiguille de la jauge d'essence affichait un niveau d'essence légèrement supérieur à 0 tandis que Nora traversait la ville, son esprit ruminant encore les horreurs du vide sanitaire et les impasses frustrantes de l'école. Elle avait été submergée par l'adrénaline depuis l'appel de l'inspecteur Martinez ce matin-là, mais l'épuisement la submergeait comme une vague. Ses mains tremblaient sur le volant, et elle savait qu'elle devait s'arrêter avant de devenir dangereuse sur la route. La station-service Chevron, à la sortie de la ville, lui semblait un repère familier. Combien de fois s'était-elle arrêtée ici durant ces semaines désespérées, 8 ans plus tôt? Le propriétaire, Dev Patel, avait été l'un des premiers à placarder des avis de recherche de personnes disparues, les collant sur chaque pompe et fenêtre. Ses employés avaient rejoint les équipes de recherche pendant leurs jours de congé, parcourant champs et forêts sous la chaleur estivale. Cet endroit avait été une halte de ravitaillement à plus d'un titre pendant ces jours sombres. Elle s'arrêta pour pomper 3 litres et fit mine d'insérer sa carte de crédit, mais la machine émit un bip furieux, voir la caissière. Bien sûr, rien ne pouvait être simple aujourd'hui. Laissant le pistolet dans son réservoir, elle se dirigea péniblement vers l'entrée du magasin. La cloche familière retentit au-dessus de sa tête tandis qu'elle ouvrait la porte vitrée. Le même linoléum délavé, les mêmes vitrines frigorifiques bourdonnantes, le même présentoir de désodorisant près de la caisse. Même l'odeur était inchangée, un mélange de café, de nettoyant industriel et de vapeur d'essence. 2 clients faisaient la queue devant elle, et elle observait distraitement le présentoir de bonbons en attendant. L'homme au comptoir achetait un assortiment étrange, un pot de glace à la fraise, une petite bouteille de propane et un paquet de piles D. Sa voix, lorsqu'il remercia la caissière, lui fit sentir sa reconnaissance, cette douce cadence, ce léger sifflement sur son S, des bruits de prothèses dentaires mal ajustées. Harold Walsh. Il avait vieilli depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu, ses épaules étaient plus voûtées, ses épais cheveux blancs, clairsemés, étaient soigneusement peignés sur son crâne. Les néons projetaient des ombres profondes sous ses yeux, et sa posture assurée de brigadier avait cédé la place au geste prudent du vieillard. Alors qu'il se détournait du comptoir, ticket de caisse en main, ses yeux bleu pâle croisèrent les siens. Ils s'écarquillèrent de reconnaissance, et son visage buriné se plissa en ce sourire triste et familier qu'elle avait si souvent aperçu lors des fouilles. « Nora, dit-il doucement en déplaçant ses achats sur un bras. J'ai appris ce qu'ils ont trouvé ce matin. Je suis vraiment désolé. » La douleur sincère dans sa voix lui serra la gorge. Voilà quelqu'un qui se souciait vraiment de moi, qui avait marché des kilomètres pour retrouver Lily, qui avait pleuré aux obsèques. Harold, réussit-elle à dire. J'ai entendu dire que tu étais à la retraite. Comment vas-tu? Il jeta un coup d'œil vers le parking, où elle remarqua un vieux Winnebago garé à la pompe du fond. Le camping-car avait connu des jours meilleurs, de la rouille maculait ses flancs couleur crème et du ruban adhésif raccommodait une fenêtre. Je m'en sors. J'ai voyagé un peu avec ma nièce. Il marqua une pause, ajustant sa prise sur la glace. Enfin, ma nièce adoptive, en fait. Ses parents sont décédés quand elle était petite, alors je l'ai recueillie. Ça semblait être la chose chrétienne à faire. Par la porte ouverte du camping-car, Nora aperçut du mouvement, une fille, peut-être 14 ans, était assise à la petite table du coin repas, visible par la fenêtre latérale. Ses longs cheveux blonds tirés en queue de cheval au plus épais que ceux de Lily étaient vêtus d'un t-shirt bleu délavé. La fille était concentrée sur quelque chose, un livre peut-être, léchant distraitement une cuillère à glace. « C'est formidable de votre part, dit Nora, sincère.
Après avoir perdu sa femme d'un cancer des décennies plus tôt, Harold ne s'était jamais remarié. Elle avait supposé qu'il était seul à la retraite. Accueillir un enfant à votre âge, c'est un sacré engagement. La famille, c'est la famille, dit simplement Harold en se dirigeant vers la porte. Nora la suivit, étrangement réconfortée par cette rencontre inattendue avec quelqu'un qui partageait sa perte. J'adorerais la rencontrer, dit Nora alors qu'il pénétrait dans la chaleur de l'après-midi. C'est agréable de savoir que tu as de la compagnie après tout ça. Sa voix s'interrompit et marcha à ses côtés vers le Winnebago. Le changement fut instantané et brutal. La démarche traînante d'Harold s'accéléra soudain. Ses épaules se raidirent et il fit un pas de côté, se plaçant entre Nora et le camping-car. Elle est très timide avec les inconnus, dit-il, sa chaleur d'antan s'évaporant comme la rosée du matin. Il faut vraiment qu'on y aille. Longue route devant nous. Oh, je ne voulais pas déranger, dit Nora, surprise par sa froideur soudaine. Sarah, éloigne-toi de la porte, cria Harold d'un ton sec, courant pratiquement sur la distance restante jusqu'au camping-car. La fillette leva les yeux, perplexe, et pendant ce bref instant, Nora retint son souffle en voyant les taches de rousseur. Même à 6 mètres de distance, même dans l'ombre du camping-car, ce motif distinctif était visible, un triangle parfait de 3 taches de rousseur sur l'arête de son nez, avec 2 plus petites formant une ligne en dessous. Non pas éparpillées au hasard comme la plupart des taches de rousseur d'enfant, mais une constellation spécifique que Nora avait embrassée des milliers de fois pour lui souhaiter bonne nuit. Harold était déjà arrivé au camping-car, claquant la porte avec un bruit qui fit sursauter la jeune fille. Par la fenêtre, Nora vit sa bouche bouger, posant peut-être une question, avant que la main d'Harold ne la repousse de la vitre. Il grimpa au volant sans un regard en arrière, démarrant le moteur dans un rugissement d'échappement noir. Harold, appela Nora, mais le Winnebago était déjà en mouvement, s'éloignant de la pompe, le tuyau d'essence toujours relié au réservoir. Il se détacha avec un bruit métallique, la soupape de sécurité coupant l'arrivée d'eau tandis que le tuyau se rétractait. Harold ne s'arrêta pas, ne ralentit même pas, il accéléra simplement sur l'autoroute, cap vers le nord. Nora resta figée sur le parking, regardant le Winnebago disparaître au détour du virage. Le caissier était sorti en criant à propos de la pompe endommagée, mais ses paroles n'étaient que du bruit. Elle ne voyait que ce motif de taches de rousseur, cette constellation unique que l'artiste légiste avait soigneusement reproduite sur chaque photo de vieillissement. Elle était paranoïaque. 8 années de fausses observations l'avaient habituée à voir Lily partout. La fillette ne ressemblait en rien à sa fille, couleur de peau, carrure, tout était faux, sauf ces taches de rousseur et la réaction d'Harold. Le gentil vieux garde-barrière qui avait organisé les recherches, qui avait pleuré aux commémorations, avait pratiquement pris la fuite plutôt que de la laisser approcher de cette fille. Sa transformation d'amie compatissante en inconnue paniquée laissa Nora profondément perturbée. Un poids froid s'installa dans son estomac, sans aucun rapport avec les révélations de la veille. La cuisine semblait trop silencieuse tandis qu'elle se tenait devant la cuisinière, regardant l'eau refuser de bouillir. Elle avait sorti une boîte de pâtes 20 minutes plus tôt, mais ses mains restaient immobiles, son esprit s'égarant dans sa rencontre à la station-service. La marmite était restée oubliée tandis qu'elle fixait le vide par la fenêtre, n'apercevant que ces brèves taches de rousseur sur le nez d'une adolescente. Elle se força à bouger, versant des pâtes dans une eau à peine frémissante. La fille ne ressemblait en rien à Lily maintenant, des cheveux blonds, contrairement à ceux de Lily, qui avait ce brun roux caractéristique, une silhouette plus imposante quand Lily était menue, presque elfique, une structure faciale complètement différente. Des milliers de filles avaient des taches de rousseur des millions. Elle faisait ce qu'elle avait juré d'avoir arrêté depuis des années, voir sa fille dans chaque jeune visage. Mais la réaction d'Harold. L'eau des pâtes déborda, sifflant contre le feu. Nora retira la casserole du feu, sans même prendre la peine de nettoyer. Cette transformation d'un vieil ami compatissant en un inconnu paniqué se répétait sans cesse dans son esprit, la façon dont il avait pratiquement repoussé la fille, claqué la porte, puis s'était enfui avec son tuyau d'essence toujours branché. Ce n'était pas le chagrin qui rendait quelqu'un protecteur. C'était la peur.
Elle abandonna complètement les pattes et attrapa son téléphone. « Inspecteur Martinez », dit-elle lorsqu'il répondit. « Je suis désolé de vous déranger à nouveau. »« Pas de problème, Madame Whitfield. Que puis-je faire pour vous ?» Sa voix était calme et rassurante. Je me demandais, lors de l'enquête initiale, Harold Walsh avait-il été considéré comme suspect? Un agent de passage. Elle entendit son clavier, le clic d'une souris. Laissez-moi ressortir les anciens dossiers. Harold Walsh, 70 ans à l'époque. Oui, il a été interrogé, comme tout le personnel de l'école. Vérification des antécédents impeccables, pas d'antécédents judiciaires, pas même une contravention de stationnement, 30 ans de réputation d'employé dévoué de l'école. Il est dit ici qu'il était dévasté par la disparition et qu'il avait organisé plusieurs opérations de recherche. Plus de clics. Y a-t-il une raison pour laquelle vous posez des questions à son sujet en particulier? Nora hésita. Comment expliquer un sentiment? Une série de taches de rousseur. Un moment de comportement étrange. Je l'ai croisé à la station-service aujourd'hui. Il a maintenant la garde d'une jeune fille sa nièce adoptive, a-t-il dit. Il a juste semblé étrangement sur la défensive quand j'ai essayé de la rencontrer. Il a failli s'enfuir. La voix de Martinez exprimait une douce compréhension. Madame Whitfield, je sais que la journée a été incroyablement difficile. Trouver ce vide sanitaire, tout revivre. Il est normal que vous voyiez les choses sous un angle différent. Le deuil et le traumatisme affectent chacun différemment. De nombreuses personnes impliquées dans l'affaire Lily sont devenues extrêmement protectrices envers les enfants par la suite. C'est une réaction courante. Tu as raison, dit Nora, se sentant ridicule. Je suis désolé. La journée a été longue. Pas de quoi s'excuser. On suit toutes les pistes depuis la maison de location. Si quelque chose de concret se présente, je vous appellerai en premier. Après avoir raccroché, Nora s'est retrouvée devant son ordinateur portable à taper le nom d'Harold dans la barre de recherche. Les résultats étaient rares, pas de profil Facebook, pas de LinkedIn, aucune présence sur les réseaux sociaux, juste des mentions éparses dans les bulletins scolaires archivés. Harold Walsh, garde-barrière, fête ses 25 ans de service, Walsh reçoit le prix de la sécurité communautaire. Les photos montraient un homme plus jeune, aux cheveux blancs épais et au regard bienveillant, toujours entouré d'enfants. Elle faillit fermer le navigateur lorsqu'un résultat plus récent attira son attention, un article du Pine Creek Gazette datant d'il y a 13 mois, un article superficiel sur l'anniversaire du camping-car, présentant les profils de plusieurs résidents. Là, au milieu de la page, se trouvait une photo d'Harold debout à côté de son Winnebago ou le même véhicule cabossé qu'elle avait vu aujourd'hui. Harold Walsh, notre nouveau résident permanent, dit avoir choisi Pine Creek pour son calme et sa tranquillité après avoir pris sa retraite de brigadier scolaire. C'est l'endroit idéal pour profiter de mes vieux jours avec ma nièce adoptive, a déclaré Walsh à la Gazette. L'article incluait l'adresse du parc, que Nora se surprit à recopier dans un carnet, la main bougeant presque inconsciente. Elle monta l'escalier jusqu'à la chambre de Lily, conservée telle qu'elle était 8 ans plus tôt, jusqu'aux devoirs sur le bureau et aux peluches sur le lit. De l'étagère du placard, elle sortit une boîte de rangement remplie de photos et de documents. Ses mains savaient exactement ce qu'elle cherchait. Cette photo était l'une de ses préférées, Lily à la plage l'été précédant sa disparition, le visage tourné vers l'objectif avec un sourire édenté. Le soleil mettait en valeur chaque tache de rousseur avec une précision parfaite. Elles étaient là, 3 taches de rousseur formant un triangle équilatéral sur l'arête de son nez, espacées d'environ 1 centimètre. En dessous, 2 plus petites, alignées verticalement. L'artiste légiste l'avait qualifiée de très distinctive lors de la création des images de progression de l'âge. Nora a sorti ses photos de progression, Lily a 8, 10, 12, 14 ans. Les images de synthèse montraient comment son visage avait pu s'allonger, comment ses traits avaient pu mûrir, mais toujours, ce motif de taches de rousseur restait constant, une constellation aussi unique qu'une empreinte digitale. Elle a placé la progression de 14 ans à côté de la photo de plage. Si elle imaginait les cheveux blonds au lieu d'auburn,
si elle ajoutait du volume à ses joues, elle se torturait les idées impossibles. Harold Walsh était un habitué de ce carrefour depuis des décennies. Il avait aidé des centaines d'enfants à aller à l'école sains et saufs. Il avait pleuré à la commémoration de Lily, dépensé ses économies de retraite en tracts de recherche. La jeune fille était sa nièce adoptive, comme il l'avait dit. Les taches de rousseur n'étaient qu'une coïncidence, rien de plus. Mais lorsque Nora referma la boîte à photos, son regard se porta sur le carnet où elle avait noté l'adresse du camping-car de Pine Creek. Juste pour se rassurer, se dit-elle, juste pour prouver qu'elle était paranoïaque. Elle passerait demain en voiture, verrait clairement la fille à la lumière du jour, confirmerait qu'elle ne ressemblait en rien à Lily et dissiperait ce délire. La marmite de pâtes était toujours sur le feu, son contenu figé en une masse immangeable. Nora la jeta à la poubelle et se coucha, affamée, l'adresse de Pine Creek brûlant dans sa mémoire comme un fer à repasser. Dormir avait été impossible. Nora était restée allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, voyant cette constellation de taches de rousseur chaque fois qu'elle fermait les yeux. À 4 heures du matin, elle a renoncé à faire semblant et s'est préparé du café, assise à la table de la cuisine, l'adresse du camping-car de Pine Creek entourée dans son carnet. À 5h30, elle était dans sa voiture, se disant qu'elle partait juste faire un tour pour se changer les idées. Le terrain de camping-car se trouvait à la périphérie de la ville, là où les constructions ont cédé la place à une forêt de pins. Un panneau discret marquait l'entrée, Pine Creek RV Park. Des forfaits hebdomadaires, mensuels et annuels étaient disponibles. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur des rangées ordonnées de véhicules de loisirs, des imposants camping-cars de luxe aux modestes caravanes. Quelques lève-tôt promenaient leurs petits chiens ou s'asseyaient sous des auvents avec leurs tasses à café. Le bureau était une caravane double largeur avec des jardinières sous les fenêtres. Une cloche sonna à l'entrée de Nora, et une femme d'une cinquantaine d'années leva les yeux de ses mots croisés. Son badge indiquait « Deb directrice » et son visage s'illumina à la perspective d'un client potentiel. « Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? » « Je suis intéressé par les mensualités, » dit Nora, surprise par la facilité avec laquelle le mensonge lui parvint, pour un petit camping-car. « Je suis en transition. »« Oh, chérie, on est tous là, » dit Deb chaleureusement en sortant une brochure colorée. « On a plusieurs places disponibles. Je te fais visiter. Je dis toujours qu'on ne peut pas se faire une idée d'un endroit sans y aller à pied. » Ils déambulèrent sur le chemin principal, le gravier crissant sous leurs pieds. Deb continua à bavarder, indiquant les commodités, la buanderie, le foyer commun, les douches pour les plus petits. Elle présenta les passants avec l'aisance de quelqu'un qui connaît tout. C'est Robert de l'espace 12, un ancien de la marine, qui fait le meilleur barbecue que vous ayez jamais goûté. Les Henderson de l'espace 20 viennent d'avoir leur premier petit enfant. Ils sont aux anges. Et tout au bout, l'espace 38. C'est Harold Walsh. Il est plutôt discret. Le pouls de Nora s'accéléra. On dirait un beau mélange de personnes. Oh, c'est vrai. Harold est quelqu'un de discret, cependant. Il a des horaires décalés, souvent absent pendant la journée. Il est adorable avec lui. Ils sont ici depuis environ 1 an maintenant, dit Deb d'un ton conspirateur. Il lui fait l'école à la maison. Il dit que les écoles normales ne la stimulent pas assez, c'est sûrement vrai. Je l'ai vu lire des manuels de niveau universitaire. C'est du dévouement. Faire l'école à la maison à son âge, observa Nora. La famille, c'est tout, dit Deb, reprenant les propos d'Harold la veille. Bon, je te laisse flâner et te faire une idée des lieux. Passe juste au bureau avant de partir, on discutera des tarifs et des disponibilités. Nora la remercia et continua son chemin, feignant d'évaluer les installations. Elle s'arrêta dans l'espace commun, étudia le panneau d'affichage couvert d'annonces, tout en progressant progressivement vers l'extrémité du parc. L'espace 38 était bel et bien privé, adossé à une épaisse pinède. Harold avait renforcé cette intimité grâce à une clôture improvisée composée de panneaux en treillis et de bâches bleues tendues entre des poteaux. Elle créait un espace clos autour de l'entrée du Winnebago, le protégeant des regards indiscrets.
Un petit auvent s'étendait d'un côté, avec 2 chaises pliantes et une table de camping en dessous. Nora s'approcha lentement, tendant l'oreille à l'affût du moindre bruit. Puis elle l'entendit, la voix d'une jeune fille qui fredonnait sans accord à l'intérieur du camping-car. La mélodie était inconnue, sinueuse, le genre de chanson qu'on invente au fur et à mesure. Toutes les fenêtres étaient tendues de lourds rideaux, mais l'une d'elles présentait un espace où le tissu ne se rejoignait pas complètement. Le cœur battant, Nora se rapprocha, se positionnant de manière à pouvoir voir à travers cette petite ouverture. La jeune fille était assise à la table de la dinette, penchée sur ce qui ressemblait à un carnet de croquis, des crayons de couleur éparpillés autour d'elle. Ses cheveux blonds étaient lâchés ce jour-là, retombant en avant pour cacher son visage tandis qu'elle dessinait. Sur la table à côté d'elle se trouvait une boîte de glace ouverte aux strawberries, la même marque qu'Harold avait achetée à la station-service. La fille prit distraitement une cuillerée. Son attention se concentra sur son dessin. Ce faisant, un peu de glace fondue coula sur son bras gauche. Sans regarder, elle gratta l'endroit avec son autre main. Nora retint son souffle. Même à 3 mètres de distance, elle pouvait voir la rougeur fulgurante se former sur la peau de la jeune fille, près de son coude. La réaction fut immédiate et localisée, une plaque enflammée d'environ 5 cm de diamètre, la peau gonflant et s'éclaircissant sous les yeux de Nora. Le souvenir la submergea comme un coup violent. Lily, à 4 ans, pleurait dans la cuisine, le bras couvert de cette même rougeur. Le trajet précipité aux urgences. L'explication de l'allergologue, la plupart des allergies aux fraises se manifestent par des réactions systémiques urticaires généralisées, problèmes respiratoires, mais Lily souffrait de ce qu'on appelle une dermatite de contact localisée. Les cellules de sa peau, à cet endroit précis, étaient extrêmement sensibles aux protéines de fraises. C'était assez rare. Après ça, ils avaient dû être très prudents. Plus de fraises à la maison. Toujours vérifier les étiquettes, avertir chaque babysitter, chaque enseignant, et cet endroit précis où toujours le bras gauche, près du coude, là où sa peau était la plus réactive. L'allergologue avait dit que c'était comme une empreinte digitale, cette présentation unique à cet endroit précis. La fille dans le camping-car se gratta de nouveau l'éruption cutanée qui s'étendait, baissant enfin les yeux avec agacement. Elle attrapa une serviette en papier et essuya la glace, mais le mal était fait. L'éruption allait durer des heures, Nora le savait, comme toujours avec Lily. Elle s'éloigna de la fenêtre, ses jambes la soutenant à peine. Dans sa voiture, elle chercha son téléphone où le numéro de l'inspecteur Martinez se brouillait à travers ses larmes. Elle ne se souvenait pas d'avoir commencé à pleurer. L'allergie aux fraises est mentionnée dans son dossier médical. Le docteur Patel, de l'hôpital pour enfants, l'a documenté en détail. Personne d'autre n'aurait eu une réaction similaire à cet endroit précis. Le calme professionnel de Martinez s'est brisé. Vous en êtes sûr? Vous avez vu cette réaction? J'ai vu ce qui s'est passé. Elle mange de la glace à la fraise. L'éruption cutanée se propage exactement comme chez Lily, même endroit, même motif, même chose. Où es-tu exactement? Parc de camping-car Pin Creek, près de Space 38. Mais je peux déménager. Retournez immédiatement au bureau principal. Garez-vous de façon à voir l'entrée, mais pas l'emplacement précis. Les unités sont déjà en mouvement. La situation est suffisamment grave pour justifier une intervention. Madame Whitfield, nous arrivons. Nora se força à regagner lentement le parc, chaque mètre lui semblant 1 kilomètre. Elle se gara près du bureau où Deb lui fit un signe de la main joyeux par la fenêtre, inconsciente des unités de police qui fonçaient sur elle. De là, elle ne pouvait pas voir l'espace 38. Elle ne pouvait pas voir si Harold était chez lui. Elle ne voyait rien d'autre que l'entrée principale par laquelle les unités de Martinez arriveraient. Elle serra le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, vérifiant le rétroviseur toutes les 2 ou 3 secondes, priant pour qu'Harold ne choisisse pas ce moment pour partir. Priant pour que la fille Lily, il fallait bien que ce soit Lily soit encore là à l'arrivée des secours. 3 unités de police entrèrent dans le parc sans sirène, leur arrivée silencieuse était plus inquiétante que les hurlements d'alerte.
la berline banalisée de l'inspectrice Martinez menait le convoi. Il se gara à côté d'elle et s'approcha de sa fenêtre, l'air neutre et professionnel, mais le regard perçant, imprégné d'urgence. « Madame Whitfield, je veux que vous restiez ici. Nous allons inspecter l'espace 38. S'il s'agit de votre fille, nous devons agir avec précaution. » Je comprends, dit-elle, même si elle avait envie de courir vers cet emplacement de camping-car lointain. Elle regarda les policiers s'avancer sur le chemin principal, leurs mouvements coordonnés et déterminés. D'autres résidents sortirent de leur camping-car, intrigués par la présence policière. Deb sortit précipitamment du bureau, ses mots croisés oubliés, la bouche ouverte de confusion. Le poids était insoutenable. Nora vit les policiers disparaître au détour du virage, au fond du parc. Elle les imaginait approcher de l'espace 38, encerclant le Winnebago. D'un instant à l'autre, ils auraient des réponses. D'un instant à l'autre, 8 années d'agonie pourraient prendre fin. La radio de Martinez grésillait. Même depuis l'intérieur de sa voiture, elle percevait la tension dans la voix de l'agent. Unité 1. L'emplacement est vide. Le camping-car a disparu. Traces de pneus récentes. On dirait un départ précipité. Le cœur de Nora fit un bond. Elle était sortie de sa voiture avant même de réaliser qu'elle avait bougé, se précipitant vers Martinez qui revenait en trottinant du fond du parc. Deb les intercepta toutes les deux, le visage rouge d'anxiété. Que se passe-t-il? Pourquoi la police est là? Tout le monde va bien? Martinez sortit son téléphone et lui montra une photo d'Harold. Cet homme, Harold Walsh dans Space 38. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Harold? Il a payé sa cotisation mensuelle hier, mais j'ai vu son camion partir il y a peut-être 20 minutes, 25, dit Deb en désignant l'arrière du parc. Il a utilisé la sortie de service arrière. Elle rejoint l'ancien chemin forestier. Les gens l'empruntent parfois pour éviter la circulation sur la route principale. Il s'est passé quelque chose? Où irait-il? Insista Martinez. A-t-il un endroit préféré pour camper? Un endroit isolé. Les mains de Deb s'agitaient nerveusement. Il a mentionné qu'hier, en payant, il avait parlé de son endroit préféré près de Cedar Creek. Il a dit qu'il envisageait d'emmener sa nièce camper pour son anniversaire. C'est une ancienne clairière des services forestiers, a-t-il dit. Personne ne m'embête jamais là-bas. Où exactement? Demanda Martinez. Route forestière 47, à environ 19 km en haut de la montagne, après la vieille tour d'incendie. C'est assez isolé. Pas de réseau, rien là-haut, à part les arbres et le ruisseau. Sa voix s'éleva d'inquiétude. Est-ce que la fille va bien? Est-ce que Sarah va bien? Martinez était déjà en mouvement, aboyant des ordres dans sa radio. Barrage sur les autoroutes, unité sur la route forestière 47. Tous les renforts disponibles convergent vers la montagne. Il se tourna vers Nora, l'air sévère. Tu dois rester ici. Ça pourrait être dangereux. Mais Nora reculait déjà vers sa voiture. C'est ma fille là-haut, Madame Whitfield, protesta-t-elle. Elle était déjà dans sa voiture et suivait le convoi avant qu'il ait pu terminer. Si Martinez avait appelé quelqu'un par radio pour l'arrêter, elle l'ignorait. Tout ce qu'elle savait, c'est que Lily se trouvait à 20 km en haut d'une montagne avec un homme qui leur avait volé 8 ans de vie. Les unités de police devant elle maintenaient une vitesse constante sur la route de montagne sinueuse. D'épaisses forêts de pins s'étendaient de chaque côté, le soleil matinal perçant à peine la canopée. La route oscillait, gagnant en altitude à chaque virage. La voiture de Nora peinait dans les passages les plus raides, mais elle maintenait le rythme, les mains fermement posées sur le volant malgré les tremblements de sa poitrine. À 10 000, la tour de guet abandonnée apparut à travers les arbres, sa structure squelettique rouillée par le temps. À 12 000, les feux de freinage de l'unité de tête s'allumèrent et la voix de Martinez grésilla suffisamment fort dans la radio pour qu'elle l'entende, Winnebago repéré. Dégagement devant. Toutes les unités se préparent à l'approche. La clairière s'ouvrit comme une plaie dans la forêt,
une étendue plate d'une 50aine de mètres de large, entourée d'imposants conifères. Le ruisseau Cédar coulait à l'autre bout, ses eaux teintées de tanin. Et là, garé de façon plus ou moins hasardeuse près de la limite des arbres, se trouvait le vieux Winnebago d'Harold. Les unités de police se déployèrent en formation régulière, bloquant toute issue de secours. Les agents sortirent de leurs véhicules, les utilisant comme boucliers, armes au poing mais baissées. Nora se rangea derrière la dernière unité et fut immédiatement abordée par un agent qui tenta de la ramener, mais Martinez lui fit signe de ne pas le faire. Laissez-la rester, mais gardez-la derrière la ligne. Il brandit ensuite un mégaphone. Harold Walsh, ici l'inspecteur Martinez du bureau du shérif du comté. Nous vous demandons de sortir du véhicule en gardant les mains visibles. Silence. Même la forêt semblait retenir son souffle. Aucun oiseau ne chantait. Le murmure du ruisseau résonnait trop fort dans le silence. Harold, nous savons que tu as la fille. Nous savons que c'est Lily Whitfield. Résolvons ça à l'amiable. Viens nous parler. Encore un silence, puis une voix étouffée à l'intérieur du camping-car, la voix d'une fille, effrayée, confuse. Les genoux de Nora faillirent céder à ce son. 8 ans plus tard, la voix de sa fille avait changé, mais elle conservait ce timbre particulier qu'elle reconnaissait partout. La porte du Winnebago s'ouvrit lentement. Harold apparut le premier, et Nora halta sous l'effet de la transformation. Le gentil agent de passage avait disparu. Son visage était hagard, ses yeux hagards, et il tenait un fusil de chasse dans sa main droite. Son bras gauche serrait fermement la jeune fille contre lui comme un bouclier. La jeune fille sanglotait, du mascara coulait sur ses joues. Depuis quand Lily se maquillait-elle ? Elle ressemblait exactement à ce qu'elle avait imaginé, et pas du tout à ce qu'elle attendait. Ses cheveux blonds, tout comme sa silhouette généreuse, la déconcertaient, mais ses taches de rousseur étaient reconnaissables, même de l'autre côté de la clairière. « Grand-père, que se passe-t-il ? Pourquoi y a-t-il des policiers ? Qu'est-ce qu'on a fait ? S'écria la fillette. « Chut, Sarah. Tout va bien, dit Harold d'une voix brisée. Puis, plus fort, s'adressant au policier, vous ne comprenez pas. Je l'ai sauvée. Ses parents, ils ne la méritaient pas laisser une enfant de 6 ans aller à l'école seule au monde. Je lui ai tout donné. Je lui ai tout appris. C'est ma fille maintenant. Harold, la voix de Martinez résonna dans le mégaphone, posée et calme. Personne ne veut blesser qui que ce soit. Pose ton arme et parlons-en. Il n'y a rien à dire, hurla Harold. 8 ans. 8 ans que je suis sa famille. Je suis tout ce qu'elle connaît. Tu ne peux pas la lui enlever comme ça. Quelque part à la gauche de Nora, la radio d'un policier crépitait de parasites. Le son sec fit sursauter Harold, le canon du fusil s'éloignant momentanément de la tempe de la jeune fille. Dans cette fraction de seconde de distraction, la jeune fille dut sentir son étreinte se desserrer. Avec l'instinct d'une bête prise au piège, elle se libéra et courut, sa queue de cheval blonde flottant derrière elle, sprintant vers le cordon de police, vers la sécurité, vers une mère dont elle ne se souvenait plus. Pendant un instant, à couper le souffle, Harold pointa son fusil vers elle qui s'éloignait. Nora hurla, un cri qui lui arracha la gorge. Les officiers crièrent des ordres. La jeune fille continua de courir, trébuchant sur le sol accidenté, mais sans s'arrêter. Le visage d'Harold se décomposa. Tandis que les policiers s'approchaient, il tourna le fusil vers lui, plaçant le canon sous son menton. 2 policiers, qui s'étaient placés les plus près de Nora ne les avaient même pas remarqués s'approcher ou se précipitèrent sur lui avec des tasers. La décharge électrique le frappa avant même que son doigt ne touche la détente. Harold convulsa et s'effondra, le fusil retombant indemne sur le sol couvert d'aiguilles de pin. Les policiers furent sur lui en quelques secondes, lui retirèrent l'arme d'un coup de pied, lui attachant les mains derrière le dos tandis qu'il sanglotait de façon incohérente. La jeune fille avait atteint le cordon de police, mais elle resta figée, observant l'intervention avec horreur. Lorsque Nora dépassa les policiers en criant « Lily, Lily », elle recula, le visage baigné de larmes,
empreint de confusion et de peur. « Je m'appelle Sarah, dit-elle d'une voix faible et brisée. Mes parents sont morts. Qui êtes-vous? Pourquoi tout le monde ment? Elle s'entoura de ses bras, s'éloignant de cet inconnu qui prétendait être sa mère décédée, cherchant désespérément le seul parent dont elle se souvenait. Le vieil homme, menotté, le visage contre terre, sanglotait encore à l'idée de la sauver, de lui offrir une vie meilleure. Un policier s'interposa doucement entre eux et s'adressa à la jeune fille d'une voix douce. « Tu es en sécurité maintenant. Personne ne va te faire de mal. On va t'emmener à l'hôpital pour s'assurer que tu vas bien. » « Je n'ai pas besoin d'hôpital », la voix de la jeune fille s'éleva, paniquée. « J'ai besoin de mon grand-père. Il est malade. Il est diabétique. Il a besoin de ses médicaments. » Elle essaya de dépasser l'agent et de se diriger vers Harold. « Grand-père, raconte-leur. Raconte-leur l'accident. » Un autre policier s'est approché de Nora et lui a posé une main douce sur l'épaule. « Madame, il faut laisser les ambulanciers l'examiner. Vous pouvez nous suivre à l'hôpital. » Nora hocha la tête, hébétée, observant les ambulanciers s'approcher de la jeune fille terrifiée avec des gestes prudents et expérimentés. Ils lui parlèrent doucement, l'appelant Sarah, sans pour autant remettre en question sa réalité. L'une d'elles, une femme au regard bienveillant, réussit à l'attirer vers l'ambulance en lui promettant qu'il s'assurait simplement qu'elle ne soit pas blessée, que quelqu'un lui expliquerait tout bientôt. Tandis qu'il la guidait vers Harold, étendue par terre, la jeune fille se libéra un instant et tomba à genoux près de lui. « Je vais trouver un avocat, grand-père, comme tu me l'as appris. Je connais mes droits. Je ne me laisserai pas prendre. Tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que j'ai toujours eu. » Les ambulanciers l'entraînèrent doucement, et cette fois, elle ne résista pas, titubant vers l'ambulance comme une somnambule. Arrivée aux portes, elle se retourna une fois de plus, scrutant la clairière du regard jusqu'à ce qu'il trouve Nora. L'espace d'un instant, quelque chose brilla dans son expression, pas vraiment de la reconnaissance, mais une ombre de confusion, comme si une partie profonde de son esprit essayait de concilier ce qu'elle voyait avec ce qu'on lui avait dit. Puis l'instant passa, et son visage se durcit à nouveau. « Ma mère est morte, » déclara-t-elle sèchement en montant dans l'ambulance. « Qui que vous soyez, ma mère est morte. » Les portes se refermèrent, et Nora se tenait dans la clairière, entourée de policiers et de chaos, regardant l'ambulance emporter sa fille vivante ou une étrangère portant les taches de rousseur de Lily, portant 8 ans de mensonges. Le service pédiatrique de l'hôpital sentait le désinfectant et le cirage, des odeurs institutionnelles qui rappelaient la naissance de Lily, 14 ans plus tôt. Mais la petite fille dans la salle d'examen ne ressemblait guère à l'enfant dont Nora se souvenait. Elle était assise, raide comme une flèche, sur le lit d'hôpital, les bras croisés sur la défensive, ses cheveux blonds emmêlés et son visage figé dans un déni obstiné. « Je veux voir mon grand-père, » dit Lily pour la 10e fois, la voix plus forte. « Vous ne pouvez pas me retenir ici. Je connais mes droits. Il m'a appris la séquestration. » L'infirmière, qui ajustait sa perfusion, regarda Nora, impuissante, figée près de la porte, craignant de s'approcher et de provoquer une nouvelle crise. La première fois qu'elle s'était approchée, Lily avait crié et jeté une carafe d'eau. « Ma chérie, » répéta l'infirmière, « tu es en sécurité ici. Il faut juste... » « Je m'appelle Sarah, » interrompit Lily, les yeux brillants de colère. « Sarah Walsh. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 6 ans. Le 15 juin, un carambolage sur l'autoroute, 3 voitures, instantané. » Elle récita les mots comme un mantra, ses doigts tordant la couverture de l'hôpital. Grand-père m'a montré les articles de journaux. Il les gardait dans un dossier pour que je ne les oublie pas. Le cœur de Nora se brisait à chaque mot. L'histoire était si détaillée, si minutieusement construite. « Lily, arrête de m'appeler comme ça. » La voix de la fille se brisa. « Ma mère est morte. » « Morte ? Pourquoi cette femme ment elle ? Pourquoi personne ne veut me dire la vérité ? » Elle se tourna vers l'infirmière, le regard suppliant. « S'il vous plaît,
j'ai besoin de mon grand-père. C'est tout ce que j'ai. Il doit être très inquiet. Lorsque Nora s'avança instinctivement, Lily devint hystérique. Elle arracha la perfusion de son bras, du sang maculait les draps blancs, et se précipita vers la porte. Il fallut 2 infirmiers pour la maîtriser délicatement pendant que le médecin lui administrait un léger sédatif. « Je veux rentrer à la maison », sanglota Lily tandis que le médicament faisait effet. « S'il te plaît, je veux mon grand-père. » On allait camper pour mon anniversaire, promit-il. 20 mètres plus loin, dans une salle d'interrogatoire grise du commissariat du comté, Harold Walsh était assis en face de l'inspecteur Martinez. Le vieil homme paraissait plus petit sans son autorité de garde-barrière, les épaules voûtées, les mains menottées à la table. Ses aveux se succédaient par à-coups, ponctués de justifications et de larmes. « Ma femme est morte il y a 30 ans, commença-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle était enceinte. Je les ai tous les 2 perdus d'un cancer. La solitude. On ne peut pas imaginer ce que 30 ans de solitude font à quelqu'un. » Martinez resta silencieux, le laissant parler. J'ai observé ces enfants chaque matin pendant des décennies. J'ai observé des parents qui n'appréciaient pas ce qu'ils avaient. Ce matin-là, en voyant la petite Lily marcher seule à nouveau, mon visage s'est crispé. Quelque chose a craqué. J'avais déjà appelé pour dire que j'étais malade. J'y pensais depuis des semaines, c'était dangereux pour une enfant de 6 ans de marcher seule. Alors, tu l'as emmenée ? Je l'ai sauvée, a insisté Harold. Je lui ai dit qu'il y avait une urgence à la maison, que sa mère m'avait demandé de venir la chercher. Elle me faisait confiance. Je l'aidais à traverser la rue depuis des mois. Je l'aime. J'ai pris soin d'elle. Elle m'aime aussi. S'il vous plaît, ne me l'enlevez pas. Il désigna les coupures de presse relatant l'accident. Son regard se détourna. C'est moi qui les ai faites. J'avais un vieux logiciel de PAO. J'ai passé des semaines à peaufiner les détails. Chaque fois qu'elle se posait des questions, se souvenait de choses, je les lui montrais, lui disant que le traumatisme la rendait confuse. Parlez-moi de la maison sur Willow Creek Road. Le visage du vieil homme se décomposa. On a vécu là-bas pendant 7 ans. Je lui ai fait l'école à la maison, je l'ai protégée. Quand elle se disputait avec moi au sujet de ses souvenirs, quand elle affirmait que ses parents étaient vivants. Il marqua une pause, déglutissant difficilement. Le vide sanitaire était un refuge, jamais plus de quelques jours. Tu l'as enchaînée dans un vide sanitaire. Seulement quand elle était difficile, quand elle refusait d'accepter la réalité. Harold prit la défense. J'ai essayé de la mettre à l'aise. Je lui ai apporté un poster, ses plats préférés. Je lui ai tout donné, éducation, amour, sécurité. La teinture pour cheveux devait l'aider à prendre un nouveau départ. Je lui ai dit que c'était un médicament, des vitamines pour la maintenir en bonne santé. Elle m'a cru. Elle a appris à me faire confiance. Pourquoi laisser les preuves derrière nous, a demandé Martinez. Les épaules d'Harold s'affaissèrent. L'âge de la retraite imposé par le district. Je ne pouvais plus être agent de passage. Il fallait que je parte vite, que je trouve un autre endroit. J'ai cru que la maison serait démolie. Jamais imaginé. Martinez se pencha en avant. Quand a-t-elle arrêté de te combattre ? 2 ans plus tard, murmura Harold. Elle a arrêté de me poser des questions sur ses parents et a commencé à m'appeler grand-père. Elle était heureuse. Nous étions heureux. Je lui ai offert une vie meilleure que celle de parents qui l'avaient laissée seule. De retour à l'hôpital, le docteur Patricia Moreno était assise avec Nora dans une salle de consultation silencieuse. L'expression de la psychologue pour enfants était à la fois bienveillante et sérieuse, ces mots étant soigneusement choisis. Lily a subi de graves manipulations psychologiques et des traumatismes liés à la création de liens, a-t-elle expliqué. Les faux souvenirs créés par Harold sont profondément ancrés. Ces vrais souvenirs n'ont pas disparu, mais ils sont enfouis sous 8 ans de récits mensongers persistants. Se souviendra-t-elle de moi ?
La voix de Nora était à peine audible. Les souvenirs de son enfance existent. Le cerveau ne se contente pas d'effacer les expériences, mais y accéder par le biais de manipulation prendra du temps ou une thérapie intensive, des années, peut-être. Et je dois être honnête, rien ne garantit qu'elle retrouvera complètement ses souvenirs d'enfance. Mais elle est vivante, murmura Nora. Elle est vivante. Le docteur Moreno lui serra la main. Elle est vivante et en sécurité. Pour le reste, on prend les choses au jour le jour. Par la fenêtre d'observation, Nora regardait sa fille dormir. Le sédatif avait atténué les rides de colère sur son visage, et au repos, elle pouvait voir les traces de la petite fille de 6 ans qui était allée à l'école ce matin-là, 8 ans plus tôt. Les taches de rousseur étaient restées inchangées, cette constellation caractéristique qui l'avait ramenée à la maison. Mais tout le reste, les cheveux blonds, les yeux méfiants, la posture défensive même dans le sommeil, appartenait à une étrangère nommée Sarah Walsh. Nora tenait le dossier médical de Lily. Les analyses sanguines confirmaient ce qu'elle savait déjà, une grave allergie aux fraises, une réaction localisée typique au niveau du coude antérieur gauche. Un phénomène si infime, une anomalie des cellules cutanées et de l'histamine, avait pourtant percé 8 années de mensonges, révélé une vérité qu'Harold avait tenté d'enfouir. Elle pressa sa paume contre la fenêtre, observant sa fille respirer, et fit un vœu silencieux, quel que soit le temps, les séances de thérapie, les rejets et les revers, elle aiderait Lily à se souvenir. Ou, si les souvenirs restaient enfouis, ils en créeraient de nouveaux. La fillette de 6 ans avait disparu, mais celle de 14 était là, vivante, retrouvée. Les pages du dossier médical bruissaient dans ses mains tremblantes, une confirmation de l'allergie aux fraises, une ironie amère, quelque chose d'aussi infime, si spécifique au corps de sa fille, avait révélé 8 années de captivité alors que tout le reste avait échoué.